Bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le thème d'un cas de figure où on peut se retrouver dans le couple alchimique avec une dominante à la base plutôt yin, donc féminine, qu'on soit un homme ou une femme, et puis qu'on se retrouve face à un autre qui a une dominante plutôt yang, plutôt masculine, mais qui ne s'engage pas dans la relation. Donc, dans les vocabulaires qu'on peut retrouver sur les contenus YouTube ou autres, on pourrait qualifier ça, alors je mets ces mots-là pour qu'on se comprenne les uns les autres, parce que je sais que tout le monde porte ces dialogues-là, donc c'est pour qu'on se comprenne dès le départ. Après, je ne les emploierai plus. On va parler dans un cas de chaser yin et de runner yang. Pourquoi je ne les utiliserai plus? Parce que pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on a une dominante yin, on ne fonctionne pas dans une dynamique de chaser. Et quand on a une dominante yang, on ne fonctionne pas dans une dynamique de runner. Cependant, dans certains couples alchimiques qu'on appelle flammes jumelles, mais qu'on retrouve aussi chez les âmes jumelles, on peut avoir ce type de configuration où la personne qui va vouloir l'engagement, vouloir en tout cas vivre la relation avec l'autre, va se retrouver dans ce premier cas de figure et où on est censé être chaser, et alors que ce n'est pas du tout son énergie, son fonctionnement de base. Donc là, je vais vous parler clairement de mon expérience à moi, encore une fois. Je vais vous donner ce cas concret, mais je sais que d'autres l'expérimentent aussi. Il paraîtrait d'ailleurs que ce serait la majorité des parcours aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pas fait de statistiques. Certains, apparemment, l'ont fait, mais encore une fois, on ne sait pas trop sur quoi se baser. Donc, moi, je vais pas rentrer dans ces considérations-là et m'en tenir simplement à ce que j'observe de façon concrète et ce que j'expérimente, moi, de façon concrète. Alors, il faut savoir que dans ces duos-là, c'est franchement pas confortable pour celui qui est yin. Alors moi, je vais parler donc de ma propre expérience. C'est pas confortable du tout. Pourquoi ? Parce que de base, je ne fonctionne pas comme un chaser. C'est carrément l'opposé. J'ai plutôt une tendance évitante. Dans toutes mes autres relations, dans tout le reste de ma vie, dans tous mes fonctionnements, de base, j'ai plutôt tendance à fonctionner comme une évitante. Alors je me soigne évidemment, je vous donne le fonctionnement de base. Évidemment qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas. Mais de base, voilà, c'est plutôt ça. Et dans cette rencontre alchimique-là, eh bien, l'hyper-contrôle de l'autre a pu m'amener à un moment donné dans un espèce d'état de panique, à pas comprendre ce qui se passait, et à me comporter d'une façon qui n'était pas du tout habituelle pour moi. Et c'était complètement hallucinant de m'observer dans cette dynamique-là. Alors, je parle de ça notamment au moment de la séparation, de la première séparation qui est parfois et même pour beaucoup vécue d'une façon très violente, très souffrante, qui nous plonge d'ailleurs très souvent dans cette fameuse nuit noire de l'âme, si on l'a pas déjà vécu avant, en tout cas au moment de la première séparation, après la fameuse phase de lune de miel, on va vraiment vivre ça comme un déchirement d'une profondeur abyssale. Voilà, moi je peux le dire sans aucun problème aujourd'hui. Si j'avais pas eu mes enfants à cette époque-là, j'aurais eu beaucoup de mal à vouloir continuer de vivre. Tellement c'était douloureux et souffrant, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, très souvent, on va réveiller la blessure originelle de séparation de la source,
au moment de l'incarnation de l'âme. Donc c'est un déchirement profond et abyssal. Et puis on va réveiller aussi à ce moment-là toutes les mémoires de séparation, si on a déjà été incarnés ensemble dans d'autres vies. Donc les séparations vécues avec une véritable flamme jumelle, c'est une douleur abyssale qui est ressentie. Et c'est pas quelque chose qui se soulage en l'espace de quelques semaines. Ça dure encore et encore et encore. Et ça là-dessus, je pense que tous les 10 chasers sont d'accord sur ce ressenti-là. C'est le seul moment où j'ai pu, dans mon parcours, avec mon autre, ressentir ce besoin de me comporter comme un chaser. Mais c'était complètement incompréhensible pour moi, mais plus fort que moi, tellement la douleur de séparation était incontrôlable et impossible. Alors je ne sais pas si toutes les personnes qui ont une dominantine ont vécu cette séparation de cette façon-là avec leur autre. Moi je parle de ma propre expérience là pour le coup, qui est certainement très différente pour beaucoup de personnes. Mais là pour le coup je pense que ce que moi j'ai ressenti, ça se rapproche de ce que ressentent beaucoup de chaser young. Très sincèrement, je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est un cas de figure qui est complètement incompréhensible et insupportable à vivre pour celui qui d'habitude est runner dans tout le reste de sa vie, parce qu'il faut bien comprendre que effectivement dans tous les autres domaines de ma vie, il n'y a pas d'attachement, la liberté est plus importante que tout le reste. Et justement, c'est cet inconfort qu'apporte cette séparation qui, d'habitude, est à notre initiative à nous et pas à celle de l'autre. Très souvent, les personnes qui ont une dominantine vont quitter les relations en premier. C'est rare qu'on soit largué. Ça, vous me direz en commentaire, mais la plupart du temps, de ce que j'observe, c'est plutôt les personnes yin qui quittent en premier. De ce que j'observe encore une fois, et de ce que j'ai vécu dans ma propre incarnation, en tout cas. Donc là, c'est incompréhensible. Ce qui est en train de se passer avec cette personne-là, c'est complètement incompréhensible. Et je pense qu'il y a une espèce d'état de subjugation qui fait que on perd tout contrôle et que là, pour le coup, les blessures égotiques prennent vraiment le dessus et viennent justement, ça paraît dingue de dire ça, mais la blessure est tellement forte qu'en fait là, l'ego, il explose. Il explose complètement. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai laissé complètement parler mon cœur. C'était la première fois de ma vie que je ressentais une douleur aussi intense. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'après, qu'est-ce qui se passe ? Pour ne pas revivre cette blessure-là, que fait la personne évitante ? Elle va porter son masque. Voilà, elle va se mettre dans le déni, appuyer sur le bouton off. Alors elle va traverser toutes les émotions, évidemment, jusqu'au jour où elle décide de dire stop. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au bout de 4-5 mois où j'en étais à pleurer tous les jours, au bout d'un moment, je me suis dit stop. J'en ai marre de souffrir, j'arrête de souffrir. J'ai appuyé sur stop. Aussi simplement que ça. Et puis, je me suis mise dans le déni. Donc là, j'ai commencé à fuir ce que j'avais vécu. Je me suis convaincue que ça n'existait pas, que l'autre avait tous les torts, que j'avais inventé tout ce que j'avais vécu, que finalement j'avais dû ressentir des choses qui n'existaient pas en vrai. Donc je me suis inventé un scénario qui me permettait de m'extraire de ma souffrance
et de sortir de cette roue dans laquelle je ne pouvais plus vivre. Ça a été mon mode de survie. Et c'est ce qui m'a amené à me placer dans le déni et à rencontrer d'autres personnes pour fuir. Alors évidemment, là, la source met tout un tas de choses sur le parcours pour nous faire prendre conscience, hein, parce que quand on est dans ce profil-là, dans cette dynamique-là, où le premier qui va cheminer en conscience, en tout cas, est Yin, en fait, la source veut le réveiller. Donc, forcément, que moi, on a tout fait pour me sortir de mon déni. On m'a mis des synchronicités de dingos. Vraiment, enfin, je pourrais écrire un bouquin avec tout ce qui m'est arrivé, tellement c'est dingue. Des choses qui sont complètement impossibles dans la vie de tous les jours et qui là n'arrêtaient pas de m'arriver. Et malgré tout ça, alors à chaque fois je me disais oui, donc en fait ce que j'ai vécu c'était vrai. Et puis 10 minutes après je mettais la synchronicité de côté parce qu'en fait sinon je retournais dans les pleurs en fait. Je retombais dans des espèces de souffrances qui étaient complètement insupportables. Donc je re-appuyais sur le bouton déni encore un peu plus fort. Et je me plaçais dans une espèce de carapace qui me permettait de vivre un semblant de vie normale. J'essayais de retrouver une vie normale. Cette vie n'a jamais retrouvé un aspect normal, vous vous en doutez, puisqu'on est amené à s'éveiller. Donc, tout un tas de signes, de synchronicité, de situations sont vécues pour nous confronter, nous réveiller et nous faire avancer. Bon, ça, c'est du côté de la personne plutôt évitante de façon générale, mais qui là, dans cette relation, se retrouve à ressentir tellement fort pour l'autre qu'elle peut par moments se transformer en deed chaser, mais ce n'est pas son mode de fonctionnement de base. Donc, va tout de même se retrouver à fuir pendant une bonne partie du parcours en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut considérer l'autre comme un runner ? Non. Il n'est pas en train de fuir. Pour lui, il ne fuit pas. Pour lui, il est simplement en train de clôturer quelque chose qui pour lui est impossible. C'est très pragmatique, c'est impossible, c'est irréalisable. C'est-à-dire que l'esprit pragmatique et intellectuel prend complètement le dessus sur la sphère émotionnelle, énergétique et spirituelle. Là, on est uniquement dans un raisonnement logique. Donc, il y a une forme de déni qui s'installe aussi, bien évidemment. Mais l'autre n'est pas pour autant fuyant. Il a simplement tranché. Il a pris une décision. Et elle est irrévocable. Hein. Alors pour X raisons, ça vous vous en doutez, hein, parce que la personne étant déjà engagée, déjà en couple, parce qu'il y a une différence d'âge, parce qu'il y a une différence géographique, parce que, bon, comme tous ces empêchements qu'on connaît si bien de ces parcours de flammes et d'âmes jumelles. Il y a ça qui est pointé du doigt très rapidement chez le dit runner yang, mais qui n'est pas un runner, qui est tout simplement un chaser, mais qui se laisse complètement emmener dans sa dynamique de contrôle. Voilà. Alors, quelles blessures sont activées à ce moment-là ? Ça, franchement, encore une fois, moi, je ne pense pas qu'on ait forcément la blessure de rejet quand on est yin. On porte toutes les blessures. Il m'est arrivé de ressentir l'abandon aussi, même si c'est pas la plus importante de mes blessures. Mais voilà, donc bon, pour moi, c'est à doser ces histoires de blessures, parce que finalement, on porte toutes les blessures. Et dans ce parcours, on va toutes les travailler, à un moment donné, de toute façon. Voilà, donc je voulais juste apporter cette ouverture et cette lumière, en tout cas, comment moi, j'ai vécu de mon côté cette dynamique dans ce parcours assez particulier. Et on peut parler là aussi du réveil du dit runner,
Parce qu'à un moment donné, cette dynamique de fuite doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et que l'autre n'est pas quelqu'un qui nous manipule. L'autre n'est pas quelqu'un qui veut volontairement nous faire du mal. Qu'il a simplement pris une décision qui, à ce moment-là, pour lui, était juste. Et qui nous permet, nous, de nous mettre au travail. Puisqu'on sait que dans ces parcours-là, il y a souvent deux travails qui ne se font pas forcément en même temps, mais qu'il y a vraiment des temps un petit peu décalés, au début en tout cas, puis qu'après ça va vraiment s'harmoniser, c'est complètement différent ensuite. Mais donc voilà un petit peu, je voulais préciser cette dynamique parce que on la retrouve quand même assez souvent. En tout cas, moi dans les personnes que j'accompagne, je retrouve vraiment beaucoup de personnes qui sont dans des énergies plutôt yin et qui sont dans des parcours flammes jumelles, mais qui se retrouvent à quasiment pas calculer après avoir vécu cette séparation souffrante, ne calculent pas l'autre et vivent tout un tas de relations autres par la suite, qui sont pas forcément très épanouissantes d'ailleurs, parce qu'elles sont là pour nous ouvrir la conscience, donc elles sont là pour nous faire cheminer la plupart du temps. Et ces personnes-là vont être amenées à un moment donné de toute façon à cesser d'être dans le déni, cesser de fuir le travail qui est demandé de faire intérieur et d'intégrer vraiment l'énergie yang et de l'équilibrer en soi. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et il y a un moment donné où on est confronté à nous-mêmes, de toute façon. Voilà. Donc après, comment se passe le réveil du côté de la personne yang? Pour moi, elle est jamais endormie. Elle est tout à fait consciente de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a ressenti pour l'autre. C'est juste que pendant un temps, elle va fonctionner dans le déni. Et je pense que ce déni est possible tout le temps où l'autre est lui-même ou elle-même dans le déni aussi. Voilà, à partir du moment où l'autre n'est plus du tout dans le déni, il y a comme une espèce de switch énergétique qui se fait. Et où là, du coup, le yang ne pourra pas continuer ce déni et va ressentir encore plus fortement la connexion du cœur, puisque du côté de l'énergie yin dominante, il va y avoir une redescente complète dans l'énergie du cœur. Et ça va vraiment reconnecter les deux personnes dans le cœur. Voilà, donc là, il y a une autre partie du parcours qui se met en place par la suite. Voilà, je voulais vous faire ce partage. J'espère qu'il vous apporte vraiment de l'éclairage sur ce que vous vivez pour vraiment différencier comment vous vous comportez, parce que pour moi, quand on dit chaser yin, ça n'a pas de sens parce que la personne yin n'est pas de chaser de base. Voilà. Elle va avoir tendance à l'être par moment dans ce parcours-là et uniquement avec cette personne. Mais avec toutes les autres, pas du tout. Jamais, même. Il n'y a qu'avec la flamme jumelle que cette personne yin va se retrouver dans le rôle du chaser et c'est inconfortable au possible. Ce n'est pas du tout sa façon de fonctionner. Mais c'est ça qui va lui permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal, qui est inhabituel. Et puis en plus, ça va revenir encore et encore, avec tout un tas de synchronicités, de situations, pour que vraiment la personne s'éveille. Donc, c'est vraiment assez particulier et ça change complètement la dynamique quand on a quelqu'un qui est chaser yang. Là, on a un vrai chaser. On a vraiment quelqu'un qui va être complètement en tout cas au début, dans le fait de vouloir la relation avec l'autre, de prendre contact, de vouloir communiquer, de vouloir voir l'autre, de vouloir malgré tout, malgré que l'autre ne veuille pas. En tout cas, au tout début, c'est souvent comme ça. Après, ça lâche bien évidemment et heureusement, mais il y a une vraie dynamique comme ça, alors que chez quelqu'un qui est yin, c'est pas possible. Le yin, de base, il veut pas déranger, il a peur de prendre sa place. Donc il va pas oser faire tout ça, en fait. Vraiment pas. Voilà, pour cette configuration-là, qui est assez particulière et atypique,
mais qui apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, est quand même assez répandu sur les parcours actuellement. Voilà. J'espère que tout ça vous apporte de l'éclairage, c'est le but. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, j'y répondrai vraiment avec plaisir dès que je le pourrai. Et puis n'hésitez pas non plus à venir vers moi, prendre contact pour une séance en accompagnement ou en soins. Ça sera un plaisir pour moi de vous accompagner. À très bientôt.